Yosh, donc aujourd'hui je vais tenter de dégrossir un sujet extrêmement vaste et riche du Waboli, à savoir le bestiaire. Mais avant de commencer, il faut que je vous rappelle que, de par leur histoire, la culture chinoise et la culture japonaise, bien que différentes, sont étroitement liées. Et c'est pourquoi la plupart des éléments que je vais vous donner, des thématiques, des significations et des légendes, trouvent leur origine tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Je vais faire de mon mieux pour ne pas vous perdre, mais gardez en tête, voilà, que tout ce que je vais vous dire va tirer son origine de culture, de religion ou de périodes différentes, et pourront parfois se compléter, ou alors se contredire, ou même se répéter. Ici, je vous ferai juste un résumé des informations que l'on m'a transmises quand j'étais en apprentissage, de ce que j'ai pu entendre ou de ce que j'ai pu lire. Il ne constitue en aucun cas une liste exhaustive de tous les thèmes possibles et de toutes leurs combinaisons ou symboliques. Voilà. Ceci étant dit, on est parti. Commençons par le Kalajishi. Désigné par divers noms, Kalajishi, Shishi, Komainu ou encore Fudog, il s'agit de la paire de statues gardant l'entrée des Otela et des Jinja. Les Otela sont des temples bouddhistes, tandis que les Jinja, eux, sont des temples Shinto. La différence la plus notable étant la présence ou non d'un cimetière, celui-ci étant absent dans les temples Shinto. Ces deux statues sont en général appelées à tort par le même nom. Or, il s'agit de deux créatures bien différentes à qui le temps a rendu l'apparence extrêmement similaire, voire identique dans certaines représentations. Lorsque nous sommes positionnés face aux statues, celle de droite s'appellera Kalajishi ou Shishi, nom signifiant littéralement lion chinois. Celui-ci aura la bouche ouverte et pourra avoir sa patte posée sur une sphère qui représentera tantôt une perle de sagesse, tantôt un temari. Les temari étant des balles de soie conçues la plupart du temps à partir de restes de kimono. Celle de gauche, elle, se nommera Komainu. Le Komainu signifiant littéralement lion-chien. Il aura la bouche fermée et pourra avoir sa patte posée sur un petit. Dans ses plus vieilles représentations, il possède une corne au sommet de son crâne, montrant bien la différence entre ces deux créatures. Le Kalajishi aura donc la bouche ouverte, afin de conjurer le mal, mais aussi d'exprimer le son A, étant la première lettre du sanskrit, en opposition avec le Komainu, qui lui aura la bouche fermée, empêchant le mal de pénétrer et exprimant le son M, formant à eux deux le son Aum, son originel, primordial, à partir duquel l'univers se serait structuré. Et c'est une façon très commune de balancer une paire d'animaux, de yai, de divinités dans le Waboli, ce concept de A-M, bouche ouverte, bouche fermée. Le Kalajishi ou Shishi est aussi connu pour sa capacité à dévorer les mauvais esprits. On le retrouve par exemple dans la tradition du Shishimai, où le Shishi va manger les mauvais esprits qui pourraient se cacher dans la tête des enfants. Il est de notoriété publique que le Shishi entretient un lien extrêmement fort avec les pivoines, que l'on appelle Bota en japonais. Il y a plusieurs légendes à ce propos. L'une parle du seul point faible du Shishi qui serait un insecte se cachant dans son pelage, y proliférant jusqu'à le tuer. Or, cet insecte ne survivrait pas à la rosée s'écoulant des pivoines, et c'est pourquoi le Shishi s'y réfugierait. Il pourrait aussi manger les pivoines pour leurs propriétés médicinales. D'autres légendes parlent de l'odeur des pivoines qui serait la seule à enivrer le Shishi, ou bien que les pivoines seraient les seules à pouvoir contenir son énergie spirituelle. Bref, vous l'aurez compris, quelles qu'en soient les raisons, elles sont nombreuses et montrent le fort lien qu'il y a toujours eu entre ces deux motifs, formant à eux deux le thème que l'on nomme Kalajishi Botan, donc lion chinois et pivoine, symbole de force, de beauté et de guérison. Le Kalajishi sera donc quasiment exclusivement représenté avec des pivoines. Une seule exception méconnue, il s'agit des fleurs de cerisier, donc des sakura, avec les Kalajishi. Ce thème s'expliquant par la présence de cerisiers dans les temples où sont disposées les statues. Passons au tigre maintenant. Le tigre, Tora en japonais, est à la base un symbole fortement associé au vent et à l'automne, et sera souvent représenté avec donc les éléments de vent et des momiji, à savoir des feuilles d'érable rouges, symbole de l'automne. Il est aussi symbole de force et de protection contre le mal, et c'est pour rappeler ces deux notions qu'il sera souvent représenté la bouche ouverte, donc A, sur un rocher, ou encore dans une forêt de bambou, deux lieux dont l'accès est réputé difficile et nécessitant une grande force. Une autre raison de la représentation des tigres dans les bambous serait similaire à celle du Kalajishi et des pivoines. L'éléphant et ses défenses étant un ennemi redoutable pour le tigre, les bambous lui serviraient de défense naturelle contre celle-ci. Une autre combinaison possible est celle des pivoines avec le tigre. Pour les personnes lisant les kanji, les sinogrammes, le pattern sur le front du tigre formerait naturellement le caractère O, à savoir roi.
en faisant le partenaire parfait pour la pivoine, qui en japonais donc se dit botan, mais aussi kao ou hanao, qui veut dire littéralement le roi des fleurs, faisant de ce duo un motif royal. Rajoutons à ça que la couleur jaune en Chine est une couleur impériale. Enfin, on peut associer le tigre symbolisant le vent au dragon symbolisant l'eau et créer un motif Fu Sui, Feng Shui. Ajoutons à cela que le terme Liuko, composé des kanji de dragon et de tigre, signifie aussi deux puissants rivaux. Le dragon régissant les cieux et les mers, tandis que le tigre gouverne les terres. On notera pour finir que parmi les Shijin figure Byakko, le tigre blanc représentant l'ouest, l'automne et le vent. Passons maintenant à celui qui est certainement le plus célèbre, à savoir le Ryu, le dragon. Le dragon est un animal mythique fortement associé à l'eau et régissant les mers et les cieux. Opposé à son cousin occidental qui lui est plutôt maléfique, le dragon japonais sera plutôt un symbole de sagesse. Dans sa description originale, c'est un animal chimérique, ayant des yeux de lapin, une tête de chameau, des bois de cerf, des écailles de carpe, un corps de serpent, des paumes de tigre et des serres d'aigle. Il en existe d'innombrables variétés et légendes, parmi lesquelles on trouve par exemple Ryujin, le dieu dragon de la mer, ou encore le terrible Yamata no Orochi, à 8 têtes que Susanoo no Mikoto tua. Le dragon japonais est souvent plus fin que ses cousins asiatiques, et il aura en wabori toujours 3 griffes par patte, dans lesquelles il tiendra parfois une perle représentant sa sagesse, sa connaissance, le bonheur ou encore son contrôle sur les éléments. Concernant les griffes, une légende japonaise dit que le dragon aurait gagné une griffe par pays traversé, en ayant 4 en Corée et 5 en Chine. Cette légende faisant opposition à la version chinoise, disant que le dragon aurait perdu une griffe par frontière traversée. A noter qu'en Chine, le dragon à 5 griffes est un symbole impérial et lui est réservé. Dans les légendes chinoises, le développement du dragon se fera sur 3000 ans, alternant sommeil dans le fond des océans, puis ascension progressive vers les cieux. Un dragon lambda sera donc plus âgé si représenté dans les cieux plutôt que dans les eaux, hormis Ryujin, le dieu dragon de la mer. Il ne serait capable de percevoir les sons qu'une fois ses cornes apparues, et c'est 1000 ans plus tard qu'il atteindra son âge adulte, obtenant une paire d'ailes. Ses ailes sont rarement représentées en wabori, même si on trouve des œuvres d'Okusai mettant en valeur ces différentes formes. Les dragons sont connus pour détester la saleté et éloigner les maladies, en faisant donc un motif parfait pour les fontaines des Chozuya, à l'entrée des temples. Ces fontaines servant au harai, à la purification. Dans le wabori, on distinguera le dragon ascendant, Nobori Ryu, du dragon descendant, Kudari Ryu. On préférera les représenter sur de grandes zones ou alors faire disparaître des parties de corps afin de donner une impression de masse, de grandeur. Le corps complet sur une petite zone donnant facilement un visuel de vers de terre. On notera pour finir que parmi les Shijin figure Seiryu, le dragon azur, représentant l'Est, le printemps et le bois. La carpe, que l'on nomme koi en japonais, remonterait selon la légende le courant du fleuve jaune en Chine, jusqu'à la porte du dragon, Ryumon en japonais, et se transformerait ainsi en dragon. Cette démonstration de force, de persévérance, de détermination fait de la carpe un symbole de bravoure et de virilité. De cette histoire est apparue l'expression japonaise Toryumon, littéralement faire l'ascension jusqu'à la porte du dragon, signifiant aujourd'hui surmonter les obstacles afin d'atteindre le succès. L'ascension des koi se faisant traditionnellement en automne, il conviendra donc dans le wabori de les agrémenter de momiji, feuilles d'érable rouge, symbolisant cette période. Les koi ont aussi une connotation printanière et pourront être accompagnés de sakura, les fleurs de cerisier. Ici, cette association est due au Kodomo no Hi, la fête des enfants destinée aux garçons, durant laquelle on fait flotter au vent des carpes en papier ou en soie, que l'on appelle koinobori, dans l'espoir que ces notions de courage et de persévérance qu'elles représentent soient transmises aux enfants et qu'ils grandissent ainsi forts et en bonne santé. La carpe noire sera appelée Magoe et représentera le patriarche. On pourra lui ajouter des reflets jaunes ou ocre. La rouge, quant à elle, sera nommée Higoe et représentera la mère. Pour finir, la bleue, Kogoe, représentera l'enfant. Un motif de carpe rouge et noire, donc Magoe et Higoe, sera donc un motif à forte connotation Inyo ou Yin-Yang. On pourra aussi représenter la carpe dans une lutte avec Kintaro. Kintaro que l'on pourrait décrire comme une version japonaise d'Hercule. Une autre association est possible et celle-ci est due à un jeu de mots. En chinois, koi se lit li, qui est un homophone du mot chinois pour profit. On l'associera donc avec la pivoine,
fleur médicinale considérée comme étant de haut rang, ceci donnant à la composition une connotation de richesse et de bon augure. Ce genre de combinaison est difficile à expliquer car elle est basée sur des jeux de mots venant soit du japonais soit du chinois et difficilement traduisibles. Néanmoins, nombreux sont les motifs basés sur des kotoba asobi ou des dajare, à savoir des jeux de mots ou des calembours. Parmi eux, on peut citer différents jeux de mots faits avec Kingyo par exemple, le poisson rouge, Tai la dorade, Tanuki le chien vivrain ou encore le crapaud gama. Un grand nombre de motifs, en général petits motifs, trouvent leur origine dans ces jeux de mots. Je ne prendrai pas le temps de les expliquer dans cette vidéo, mais si cela vous intéresse, je vous invite à passer au salon pour en parler, ou peut-être que j'en parlerai dans une vidéo ultérieurement. Le serpent, Hebi en japonais, est un symbole de protection et est fortement associé à l'eau. Souvent considéré comme immortel en raison de ses mues, il sera aussi un symbole de longévité. Le serpent hibernant durant l'hiver et ne sortant qu'à partir du printemps, il sera représenté la plupart du temps avec des motifs printaniers, sakura par exemple, mais aussi avec des motifs d'été ou d'automne, comme les pivoines, les chrysanthèmes, les momiji, etc. Mais jamais représenté avec des motifs hivernaux, pour des raisons logiques. À noter qu'il existe certains lieux de culte dédiés au Shirohebi, le serpent blanc, étant extrêmement rare au Japon, en voir un serait signe de bonne fortune et mériterait un culte. Le poulpe, tako en japonais, lui, aura une forte connotation sexuelle. On remerciera Okusai et son œuvre Takotoama ainsi que les hentai qui l'inspirent. Mais il faut savoir aussi que le médecin personnel de Ryujin, le dieu dragon de la mer, était un poulpe et que par le passé, certains médecins portaient des amulettes à son effigie. On peut aussi le rajouter à la catégorie des animaux sujets à des jeux de mots, l'encre produite par l'animal pouvant être utilisée comme jeu de mots visuel avec l'encre du tatouage en lui-même. Ho-Oh, le phénix, est considéré comme le roi des oiseaux et c'est pour cette raison qu'il sera souvent entouré du roi des fleurs, Hanao, à savoir la pivoine. Il ne faut pas confondre le Ho-Oh avec son cousin gréco-romain qui lui renaît de ses cendres, ni avec Suzaku, l'oiseau vermillon. Bien que la frontière soit mince entre les deux, l'un est un des 4 animaux sacrés de l'astrologie chinoise, un des 4 Shijin, un esprit associé au sud, au feu et à l'été, tandis que l'autre est une créature qui règne sur les oiseaux du monde terrestre. Le Ho-Oh, comme le Kirin, apparaît quand le souverain est juste et vertueux. Et comme le Kirin, le dragon ou encore le Noé, c'est une chimère décrite comme ayant une tête de faisan, le corps d'un canard mandarin, une queue de paon et des ailes d'hirondelle. Dans les textes plus anciens, les descriptions sont encore plus fantaisistes et méritent un petit coup d'œil. Il aurait, selon ces textes, une queue de poisson, un cou de serpent, un dos de tortue et une tête d'oiseau. Par chance, la représentation faite par les Japonais dans le Wabori serait plus le résultat d'un mélange entre un Onagadori, race japonaise de coq à longue queue pouvant aller jusqu'à 8 mètres, et un tsuru, une grue. Le Ho-Oh peut aussi très souvent être représenté avec des sakura. Le terme Ho-Oh est formé de 2 kanji, l'un signifiant mâle, l'autre femelle, faisant du phénix une personnification du concept Inyo, du concept de yin-yang. Malgré cela, il sera tout de même considéré en Chine comme symbole féminin, celui de l'impératrice, quand le masculin, l'empereur, sera lui symbolisé par le dragon. Les deux, représentés ensemble, pouvant être en combat ou bien en harmonie, seront un symbole d'équilibre dans le premier cas ou de paix dans l'autre. La grue, tsuru, est avec la tortue kame un célèbre symbole de longévité. Tsuru wa sennen, kame wa mannen est une phrase célèbre signifiant que la grue vivrait 1000 ans, quand la tortue, elle, vivrait 10 000 ans. Les deux représentés ensemble seront donc le nec plus ultra des motifs sur le thème de la longévité. Les grues sont aussi un symbole de fidélité ayant un partenaire unique pour la vie. Il est aussi de notoriété publique au Japon que plier 1000 grues en origami au cours d'une année vous permettra de réaliser votre rêve. La tache que les grues arborent sur le sommet de leur crâne n'est pas sans rappeler Amaterasu Oomikami, la grande déesse du soleil, et donc l'histoire du peuple japonais créant un attachement très fort avec l'animal dans le cœur des habitants de l'archipel. En tant qu'emblème du Japon, on peut aisément l'associer avec des sakura, fleurs de cerisier, son pendant végétal, tandis que pour un thème hivernal, on leur préférera des tsubaki, des camélias. Le faucon, taka en japonais, connu pour sa force et son regard perçant, il a été longtemps utilisé comme symbole par les samouraïs ou comme motif de kimono pour les hommes. Il reste encore aujourd'hui un symbole de force et de virilité. Le tatouer en combat avec un serpent rappelle la maxime « tuer ou être tué ». On peut rajouter le corbeau karasu qui de base n'apparaît pas dans le bestiaire mais qui se retrouve de plus en plus en wabori de nos jours. Mythologiquement, on peut citer Yatagarasu, le corbeau à 3 pattes. Ses pattes représentant la terre, les cieux et l'homme. Ce corbeau légendaire guida le premier empereur lui aussi
aussi légendaire Jinmu de Kyushu jusqu'à la plaine de Yamato, l'actuelle préfecture de Nara. Bon, je crois qu'au niveau des bestioles, on a fait le tour, on n'a pas tout fait, mais on a bien dégrossi. Je vais faire un petit rappel sur les Shijin, qui sont les symboles et les gardiens des 4 Orients dans le zodiaque chinois, à savoir Genbu au nord qui représente l'eau et l'hiver, la tortue noire du nord. Ensuite, on a Seiryu, le dragon azur qui représente l'est, le printemps et le bois. Au sud, nous aurons Suzaku, donc l'oiseau vermillon associé à l'été et au feu. Et à l'ouest, Byakko, le tigre blanc associé au métal et à l'automne. Plus tard, ces Shijin ont été intégrés au système des 5 éléments, et c'est là qu'a été ajouté le Kirin, représentant la terre, le centre et la couleur jaune. Et plus haut, on a bien dégrossi, mais on n'a pas tout fait. On pourrait rajouter par exemple Namazu, le poisson-chat, Kaeru, les grenouilles, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Kumo, l'araignée, encore Unagi, les anguilles. Bref, on a encore plein de motifs qu'on pourrait rajouter, mais voilà, c'était histoire de dégrossir un petit peu tout ça. Évidemment, tous ces motifs sont faisables en Gakubori, donc avec du fond, ou en Nukibori, c'est-à-dire en stand-alone sans fond. On peut les représenter corps entier ou alors en faisant des gros plans sur la tête et les pattes, ou enfin, voilà, tout est possible. Et toujours pareil, concernant le fond, donc le Gakubori, il convient toujours d'être logique. Donc voilà, si c'est un animal aquatique, on va mettre de l'eau, on va pas le mettre dans les nuages. Si c'est un animal qui évolue pendant le printemps, on va mettre des fleurs printanières, pas des fleurs d'hiver, etc., etc. Restons logiques et tout ira bien. Il y a une règle aussi qui existe, qui est rarement mise en place, parce que c'est difficile à mettre en place, mais qui voudrait que sur un seul corps, une seule saison. Voilà, donc évidemment, c'est compliqué à mettre en place, mais déjà gardons ça pour les pièces. Par exemple, un bras, une saison, c'est déjà pas mal. Très simple, en ce qui concerne les saisons et les fleurs, si ce n'est pas faisable dans la réalité, ce n'est pas représentable dans le Wabori. Exemple, des fleurs d'hiver en plein été ou un pigeon au fond de l'eau. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps. J'ai un petit peu changé le format, j'espère que ça vous plaira, voilà. Parce que ça faisait vraiment beaucoup d'éléments, il fallait que je sois concis pour arriver à tout mettre sur une vidéo pas trop longue. Voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, voilà. Le but c'est surtout de partager, qu'un maximum de personnes puissent en connaître plus sur le Wabori, et donc venir avec des projets plus riches, plus réfléchis, plus variés, et vous correspondent plus, voilà. Donc n'hésitez pas à partager avec vos amis. Le but, voilà, c'est vraiment de partager les informations pour avoir une communauté qui connaît un peu mieux le tatouage japonais, et tout va bien se passer comme ça.